Chaque rivière diffuse sa propre odeur jusqu'à l'océan et trace un sentier parfumé que les saumons adultes remontent jusqu'à leur lieu de naissance. En Alaska, la plupart des rivières proviennent de la fonte des neiges qui coiffent les plus hautes montagnes d'Amérique du Nord. Mais aussi les volcans les plus fréquemment actifs. Depuis des millions d'années, ces démons gris redessinent les reliefs, chargent les rivières d'un cocktail de cendres toxiques et président au destin des populations de saumons. Des généticiens et des géologues viennent de reconstituer l'aventure extraordinaire survenue à l'une d'entre elles, il y a près de 2000 ans. Voici comment quelques poissons ont quitté l'océan pour triompher d'une montagne de glace et de feu. Au nord de l'océan Pacifique, la péninsule d'Alaska, grande comme 3 fois la France, orchestre le mélange des courants froids de l'Arctique et des courants chauds des tropiques. Ce brassage stimule la croissance de phytoplancton. Ces algues microscopiques donnent leur couleur verte caractéristique à ces eaux du large, où se dispersent et se nourrissent les saumons sockeye, reconnaissables à leur robe argentée et leur corps fuselé. Quand ils atteignent environ l'âge de 5 ans, ils se rapprochent des côtes et se regroupent en bancs compacts. L'été est la saison du frai des saumons. Grâce aux courants marins, aux champs magnétiques terrestres et surtout à leur odorat, ils retrouvent leur rivière ou lac de naissance pour s'y reproduire. Mais la mer sent le soufre. La montagne qui les a vus naître est en feu. Alimentés par des laves visqueuses, la plupart des volcans d'Alaska sont explosifs. Ils décapitent parfois leur sommet sur plusieurs centaines de mètres et les pulvérisent en poussière de cendres volatiles. Curieusement, le détonateur de ces bombes à retardement n'est autre que l'eau, celle de l'océan Pacifique. Sans cesse, les mouvements tectoniques l'emprisonnent dans le sous-sol de la Terre. Chauffée sous pression, elle se transforme en gaz qui tente de se libérer par toutes les failles disponibles, parfois à flanc de volcan. Puis elle se condense au contact de l'air froid et ruisselle vers l'océan. En prime, elle y dépose quelques senteurs venues du centre de la Terre, silice, fluor et surtout soufre. Les saumons et leur odorat reconnaissent en elle la signature de leur rivière. Tant qu'elle reste respirable, leurs instincts commandent. Ils doivent la remonter. Mais à l'approche de l'éruption, les saumons perçoivent les teneurs croissantes en soufre dissous. Les eaux deviennent acides. Le volcan transpire du vitriol naturel qui brûle les arbres jusqu'aux racines. Le
Le soleil de juillet n'est plus reflété par la neige, mais absorbé par le tapis minéral. Dans ce monde de glace, l'enfer naît de ce mariage des feux de la terre et du soleil. Les pluies de cendres épongent les chaleurs d'été, les neiges fondent, les glaciers se ravinent. Et les rivières collectent la lie du volcan. Pire encore, des diables gris prennent des raccourcis. Les nuées ardentes, des nuages brûlants chargés en cendres, dévalent à plus de 200 km/h. Toute la vallée est asphyxiée. Ces odeurs de mort masquent celles de l'enfance. Il faut rebrousser chemin, faire demi-tour, regagner l'océan pour retrouver des eaux respirables. De retour dans le Pacifique, c'est chacun pour soi. Les saumons se dispersent, le banc se délite et ratisse la côte à la recherche d'une rivière de remplacement. Il faut faire vite, ne pas rater la fenêtre estivale pour trouver des eaux pures venues des glaciers que juillet fait fondre. Dans leur quête, les saumons peuvent aussi s'aider de leur vue. Elle leur permet de détecter un vaste spectre de couleurs, aussi bien en surface qu'en sous-marin, et dans toutes les positions. L'odorat du saumon perçoit aussi les subtiles dilutions de cendres apportées par ces glaces de volcan. Paradoxalement, leurs minéraux stimulent la croissance du plancton et de ses prédateurs, comme les méduses et leurs tentacules urticantes. Heureusement, le saumon sent les odeurs des méduses et voit des nuances de vert qui nous échappent, ce qui lui permet de slalomer vers des horizons dégagés, vers de nouvelles effluves d'eau douce. Ainsi, en nageant le long d'invisibles sentiers d'eau douce, les saumons trouvent les embouchures. Mais pas forcément des rivières d'accueil. Ce mur d'eau est infranchissable. On reprend. Tous les sens sont mis à contribution. La vue pour chercher des repères, le radar olfactif pour s'éloigner des eaux insalubres que le volcan disperse dans toute la baie. Mais un autre patrouilleur côtier navigue également au radar. Le requin saumon, un sobriquet qui trahit ses habitudes alimentaires. Étrange voyageur que ce requin. L'été, on ne trouve que les femelles en Alaska, les mâles préférant les eaux de la Sibérie. Ses narines détectent les odeurs des saumons, même fortement diluées dans les courants marins. Il lui suffit de remonter un des sentiers odorants que jalonne la peau huileuse de ses proies. Toutes les pistes mènent aux fugitifs.
2 femelles, 2 routes inverses, et voilà les saumons pris en tenaille. Près des côtes d'Alaska, les banquets des grands prédateurs se terminent immanquablement par l'arrivée des goélands arctiques. Les saumons sockeye, eux, ne dorment pas et ne se nourrissent pas pendant leur longue migration. Oubliez le plancton animal, leur nourriture favorite. Ils ne vivent que sur leurs réserves qui s'appauvrissent rapidement. Au large, une nouvelle terre volcanique pourrait les accueillir. Le volcan Augustine. Ce volcan est une île à la fois proche des zones de pêche et éloignée des maraudeurs côtiers. Avec les chaleurs estivales, sa coiffe de neige devrait créer des rivières. Un havre idéal, en apparence. Mais Augustine est un autre géant décapité. À 1200 mètres d'altitude, il reconstitue sa tête avec des roches en fusion qui empêchent la formation d'un glacier. Toute l'année, l'eau s'infiltre sur les flancs poreux de ce dragon assoupi et ruisselle jusqu'à l'océan sous des tapis de scories. Il n'y a aucune rivière sur l'Augustine. Il faut passer son chemin. En direction de la péninsule, les reliefs d'une côte volcanique répandent des effluves d'eau douce dans l'océan. Comme les insectes attirés par la lumière, les saumons obéissent à une taxie qui les conduit à se diriger vers la source d'eau douce. Guidés par les mêmes instincts, leurs troupes se reforment. Mais cette procession attire des oiseaux de mauvais augure. Ces oiseaux bavards tiennent congrès à l'embouchure d'une rivière terminée par un escalier. Ces marches et leurs cascatelles sont à la portée des saumons. Et ces senteurs, une rivière d'eau minérale. Les saumons s'enivrent de ces parfums. Plus de doute. Voilà enfin la rivière tant espérée. D'autres saumons sockeye, les résidents, se massent également devant l'embouchure. Eux, ils connaissent cette rivière. Ils y sont nés. Curieusement, ils ne se mélangent pas avec les nouveaux venus, les visiteurs. En apparence, ils se ressemblent tous. Mais les saumons parviennent à se reconnaître. Comment? Mystère. Seules des analyses génétiques nous permettent de les différencier. Un comité d'accueil les attend. Tous.
Les grizzlies. Pour doubler de poids pendant le bref été arctique en vue de leur hibernation, ils se gavent de plantes et de fruits. Mais dans leur monde qui connaît la faim, le ventre n'oublie jamais ses droits et l'arrivée des saumons est une fête. Promesse d'un combat inégal. D'un côté, la force tranquille et l'expérience acquise. Alors que la marée commence à descendre, les ours barricadent les entrées. De l'autre, le nombre vif et les instincts obtus. Peu importe ces tables rocheuses exposées aux ours, l'appel de l'eau douce est irrésistible. Un repli stratégique s'impose. Avec la marée descendante. Les saumons empruntent les chenaux creusés par la rivière sur l'estran pour tenter de gagner le large. Quelques oursons sevrés et leur mère ne relâchent pas pour autant leur étreinte. C'est ainsi que les oursons apprennent, en multipliant les essais et les erreurs. Ils enregistrent la leçon. On ne peut pas attraper des saumons en eau profonde, même en bondissant toute griffe dehors. À l'étal de marée basse, tous les saumons ont déserté la baie. La peur de l'ours est un instinct qui les protège. Ils ne vont pas risquer une nouvelle ascension en terrain dégagé. La marée remonte enfin. Mais les saumons restent en mer. Ils attendent que les courants s'estompent au terme de la marée haute. Un combat vital va s'y jouer.
Les saumons reviennent, tous ensemble. L'instinct grégaire, leur survie passe par le nombre. Les ours adultes connaissent la leçon. Malgré la tentation, ne pas bouger pour ne pas effrayer les saumons. Puis remonter avec le flot. À l'étal de marée haute, quelques mètres dangereusement exposés aux ours ont été gagnés. La rivière n'a jamais paru si proche. Certains ours désertent, l'estomac plein. Bon présage. Mais sur les marches, d'autres occupent les places stratégiques. Les oursons bredouillent à marée basse et leurs mères expérimentées. Le choc est inéluctable. En période d'abondance, les ours ne prélèvent que le meilleur du saumon. D'abord le cerveau, afin de l'immobiliser. Puis sa peau huileuse avec une étonnante dextérité. Avant de passer au suivant, sans avoir goûté la chair moins grasse. Pour le plus grand bonheur des piques-assiettes. Ce gâchis apparent n'est en réalité qu'une stratégie. Les ours n'ont que quelques mois pour bâtir leur réserve de graisse. Quand les saumons sont rares, ils mangent également leur chair. Mais quand ils abondent, les gourmets festoient. Jusqu'à satiété. Que reste-t-il après le carnage? Le nombre. Ivre et déterminé. Chacun pour sa peau.
Ils sont passés vers l'inconnu. Les saumons sont des nageurs infatigables, capables de parcourir plus de 10 000 km au cours de leur vie. À la différence d'autres saumons, les sockeyes n'interrompent leur remontée que lorsqu'ils trouvent des eaux calmes. Existe-t-elle en Alaska, où la plupart des cours d'eau prennent leur naissance à flanc de montagnes ou de volcans? Une curiosité, cette rivière, tantôt étroite, tantôt large. Elle semble circuler dans un lit bien trop grand pour elle. Les premiers Amérindiens l'ont baptisé Aniakchak, mais personne ne se souvient aujourd'hui du sens de ce mot. Dans son tracé incertain, quelques bras morts et affluents se perdent. C'est justement dans ces sentiers oubliés que les populations résidentes de Sockeye trouvent des eaux calmes pour frayer. Dans le lit principal, les visiteurs poursuivent le même but, mais par une route inconnue. La rivière Aniakchak semble se diriger vers un volcan. Les Amérindiens l'ont également appelé Aniakchak. Le volcan et sa rivière forment un couple. Que cache Aniakchak derrière ses remparts? Une caldeira, c'est-à-dire un gigantesque volcan dont le plancher s'est effondré. Ce vaste chaudron de 10 km de diamètre n'est pas un cratère, mais un volcan complexe qui cache dans son lac gelé plusieurs cônes volcaniques. À tour de rôle, chacun s'éveille. Avec plus de 40 éruptions au cours des derniers 10 000 ans, Aniakchak est le volcan le plus actif de la péninsule d'Alaska. Comme ses voisins, c'est un volcan gris qui annonce ses colères explosives en faisant trembler le sol. Les saumons vont-ils être à nouveau empoisonnés par les crachats du volcan? Heureusement, les vents dominants emportent les panaches toxiques loin de leur rivière adoptive. Mais sous les coups de boutoir des tremblements de terre, les remparts de la caldeira se lézardent et libèrent brusquement les eaux du lac.
Les flots affouillent les sols. Et emportent les trépassés jusque dans la vallée. En quelques heures, tout le lac est siphonné. Le volcan Aniakchak est un démiurge qui dispose du destin de ses hôtes. Les saumons ne peuvent pas lui tenir tête. Ils doivent composer avec ses colères imprévisibles. À chaque éruption, cet architecte de la nature redistribue les cartes. Et les redessine. Quand l'éruption se calme enfin, l'Aniakchak s'enfonce dans l'épaisseur de l'automne. Au pied du volcan, les saumons sont dispersés dans un chaos inextricable de bras morts. Certes, ils abritent des eaux calmes, mais sans oxygène. La végétation en décomposition y dissout du dioxyde de carbone. Les visiteurs ont payé un lourd tribut au cataclysme et aux charognards. Tropisme des eaux pures et oxygénées, chaque survivant part instinctivement à leur recherche. Existe-t-elle seulement? Ici, tout n'est que désolation. Remonter les bras de la rivière, c'est dresser le bilan du désastre. L'Aniakchak a eu la peau des ours. Il a emporté un trophée d'élan. Il a même exhumé les restes d'un géant d'un autre âge. Une défense de mammouth. Tous ces saumons sockeye partagent les mêmes instincts et tous les bras morts aboutissent dans la rivière Aniakchak. Ainsi, en remontant leur cours, ils reforment leur banc. Comme en mer, les saumons adultes obéissent ensemble à l'appel de l'eau douce. Dans le chaos volcanique, c'est un atout formidable pour réussir cette course d'orientation. Contre la montre. Car au contact prolongé avec l'eau douce, les sockeye adultes entament une incroyable métamorphose orchestrée par une horloge interne. La peau de leur tête se teint progressivement en vert et celle de leur corps en rouge, d'où leur autre nom, les saumons rouges. À l'origine de cette carnation, l'astaxanthine, un pigment naturel qui vient de la carapace des crustacés dont les saumons se nourrissent en mer. Ce pigment tenace est un antioxydant qui protège des infections et des rayonnements ultraviolets. Tout aussi tenaces sont les saumons. Ils retrouvent enfin le parfum d'une eau de source.
Leur Graal est proche. Surprise, l'éruption a éventré les remparts de la caldeira. Mais où mène cette rivière? Au cœur du volcan, au bien nommé lac Surprise. Ce petit lac vert, c'est tout ce qu'il reste du gigantesque lac gelé. Depuis les parois du volcan, il collecte les eaux de pluie. Mais d'où vient cette couleur émeraude? D'un nouveau cocktail de poison volcanique. L'eau du lac s'infiltre au cœur du chaudron, puis ressort chaude, acide et minéralisée par des sources où seules quelques bactéries parviennent à survivre. Des bactéries thermophiles qui remontent à l'origine de la vie sur Terre. Le démiurge donne la vie et la reprend. Quel sort va-t-il maintenant réserver aux saumons rouges parvenus au terme de leur voyage? Ce monde est étrange. Malgré les poisons qui affluent du centre de la Terre, l'eau du lac reste tout juste respirable. Son oxygène permet même le développement de plancton. Plus curieux encore, les remparts de la caldeira arrêtent et dissolvent les nuages. Sur les parois de la forteresse, des mers de nuages viennent mourir. Leurs eaux pures s'infiltrent dans ces roches poreuses. Mais alors, d'où viennent donc ces eaux de roche qui répandaient leurs effluves dans la rivière? L'odorat sophistiqué des saumons peut-il les localiser dans cette soupe minérale? Soudain, une senteur fraîche, encore subtile. Portée par un courant, elle devient délicate, enivrante. Voilà la source. L'eau de cette source est un passe-muraille. Par un miracle géologique, une petite portion de la paroi capte l'eau de pluie à l'extérieur et, via quelques lézardes oubliées, la déverse directement à l'intérieur. Dans l'enfer vert du lac Surprise, cette résurgence crée une poche d'eau limpide, un paradis pour les saumons.
Même au paradis, les saumons rouges continuent leur métamorphose. Sous l'effet de quelques hormones, la bouche des mâles se transforme en un bec crochu et garni de dents, pour mieux écarter les rivaux. Sur ce territoire, il ne doit en rester qu'un. Plus petite, plus terne, la femelle choisit le grand gagnant. De son voyage périlleux au centre de la Terre, elle va pouvoir livrer l'ultime secret, dans cette intimité jalousement gardée. Entre 2000 et 5000 œufs, qui emplissent presque totalement son abdomen, ils sont immédiatement fécondés par l'allaitance du mâle. Et ensevelis par la femelle à l'abri des prédateurs. L'étrange métamorphose des saumons rouges ne s'arrête pas là, à commencer par les nageoires. Ils dégénèrent. Toute leur barrière immunologique chute. Ils sont brutalement affectés par des germes opportunistes. C'est le moment qu'attendait un autre survivant décharné. Le renard, un estomac sur pattes, pourvu d'un flair redoutable. Malgré leur vieillissement accéléré, les saumons restent encore trop vifs pour le gringalet. Son flair et surtout son ouïe l'amènent vers une autre promesse. Le spermophile arctique, un cousin des marmottes. Paradoxalement, ce sont ces cris d'alarme qui trahissent sa présence. Quelques mois après l'éruption, l'herbe repousse sur les sols fertilisés par les cendres et nourrit les spermophiles. Les chaînes alimentaires se reforment rapidement dans la caldeira d'Aniakchak et les ventres des renards reprennent leurs droits. Pourtant, à la fin de l'automne, le lac Surprise abrite encore des visiteurs qui jeûnent depuis 5 mois. Ces messagers de l'océan ne dépendent pas de ces chaînes alimentaires terrestres ou lacustres. Ils utilisent leur dernière force pour quitter le lac et redescendre la rivière Aniakchak. Leur vieillissement s'étend désormais à presque tous leurs organes, foie, reins, intestins et muscles. Ces saumons ne prennent rien, mais ils donnent aux prédateurs et aux charognards du volcan quelques grammes de graisse en plus.
Ingrate nature. Leur épique voyage au centre du volcan restera sans retour. Tous les saumons meurent d'épuisement. Mais leur épopée n'a pas été vaine. Une centaine de jours après leur mort, des milliers de saumons vont voir le jour dans le lac Surprise. Des saumons surprises, au gène unique. Il y a bientôt 2000 ans que la paroi de la caldeira d'Aniakchak s'est ouverte et que ces saumons transmettent leur bagage génétique au cœur du volcan. Leur acclimatation représente le cas le plus récent d'adaptation d'un poisson à un changement naturel d'environnement. Les saumonos survivent pendant 2 années dans les eaux tout juste respirables du lac, en se nourrissant de plancton. Ensuite, ils descendront la rivière Aniakchak, dont le lit a été agrandi et remodelé par les flots du volcan, et y retrouveront d'autres bancs de saumons nés dans ces affluents, sans jamais se mélanger à eux. D'apparence semblable, ils restent génétiquement différents. Leur vie ne sera pas un long fleuve tranquille. À l'âge de 2 ou 3 ans, tous découvriront enfin l'océan et ses nouveaux dangers. Pourtant, après avoir grandi durant quelques années au large des volcans d'Alaska, entre 5000 et 50 000 saumons reproduisent instinctivement ce voyage sans retour au cœur d'un monde de cendres, qui porte, à sa façon, l'empreinte des premiers saumons surprises.